Extrait du procès-verbal dressé par huissier de justice. Les sociétés France Construction, AID et AF2I sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé 61-63 rue Bichat à Paris, qui est constitué par un ensemble extrêmement important de locaux industriels. Elles prétendent que ces locaux ont été squattés par messieurs Jésus Morales et Denis Robert, auxquels sont venus s'adjoindre un certain nombre d'occupants qui ont eux-mêmes squatté la totalité des locaux dont ces sociétés sont propriétaires. J'ai commencé avant d'interroger les parties par visiter l'ensemble des locaux industriels qui sont intégralement occupés par un ensemble de personnes n'ayant aucun droit ni titre vis-à-vis du propriétaire des locaux, mais qui ont organisé leur vie quotidienne et se sont répartis les locaux d'une manière harmonieuse. J'ai tout d'abord visité le deuxième étage. À cet étage habite M. Hamann qui occupe un local de 150 mètres carrés, qui y travaille et y habite. À cet étage habite également M. Kurjasek qui occupe un local de 100 mètres carrés dans lequel il travaille. M. Kurjasek est sculpteur. Il ne semble pas que M. Kurjasek habite sur place. Le local qu'il occupe est uniquement consacré à son travail. Un troisième local d'environ également 150 mètres carrés est occupé par Madame Badia, qui est peintre et sculpteur, et qui y travaille et y habite. Les locaux au premier étage sont occupés de la manière suivante. Un grand local de 80 mètres carrés, un autre local de 150 mètres carrés, un troisième local d'environ 100 mètres carrés. Le rez-de-chaussée de l'ensemble des locaux est occupé de la manière suivante. Il existe une entrée formant accueil. Dans les locaux de l'accueil se trouve également une association appelée Atelier 61 qui a un bureau. Au rez-de-chaussée également se trouve une grande salle d'exposition de peinture et d'œuvres d'art. Cette salle d'exposition est ouverte au public du mercredi au samedi de 16h à 19h. La troisième partie du rez-de-chaussée est un espace de travail consacré au théâtre. Cet espace de travail est dirigé par M. Robert, qui est acteur et metteur en scène. En conclusion, il s'est constitué pendant les mois d'août, septembre et octobre 1993 une communauté de fait entre un certain nombre d'individus et d'associations qui ont pris possession de différents locaux à usage industriel, dans lesquels ils se sont installés sans aucun droit du titre. Ce sont les personnes inventoriées au présent procès-verbal de constat qui a été rédigé pour servir et valoir ce que de droit. Quand l'huissier est venu, il a fait le tour, on lui a tout expliqué, on lui a fait faire le tour du lieu. Et à la fin, il nous a dit, écoutez, ça ne changera rien pour vous, mais je dois vous dire, j'ai vu beaucoup de squats. C'est vrai que c'est la première fois que je vois ça. Et en fait, cet huissier nous a aidés, parce que il nous a aidés, il n'a pas renvoyé sa procédure tout de suite. Donc ça a fait traîner. Je veux dire que c'est ça aussi, c'est-à-dire que si on fait des choses qui sont dignes, je crois qu'il y a des gens qui reçoivent ça. Ici, avec très peu de moyens, on fait fonctionner une trentaine de compagnies. On a 500 personnes, 500 adhérents qui ont fait quelque chose dans ce lieu depuis 2 ans. Ici, on a très peu de moyens et on fait énormément de choses, je crois, avec ces très peu de moyens. Et ça, c'est possible. C'est ça notre défi. C'est-à-dire, ici, on prouve tous les jours que c'est possible de faire des choses avec très peu de moyens, que c'est pas une question d'argent, que c'est une question de volonté, d'énergie vers quelque chose, vers peut-être un idéal. Se muoio da partigiano, oh bel
ciao, bella ciao, 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 se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra d'un bel fior, e le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno mi diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, morto per la libertà. Il y a énormément de monde qui vient parce que bon, on présente un outil de travail qui est sérieux, c'est-à-dire les gens, c'est chauffé, c'est entretenu, c'est propre. On essaye qu'il y ait un maximum de conditions pour que les gens puissent travailler correctement. Et donc ça se sait, petit à petit, ça se sait. Donc effectivement, tout ça, ça implique une équipe de gens qui travaillent. Donc il y a Saba au bureau, elle chargeait toute l'organisation des salles, de répartir les salles. Parce que les salles servent de 9h du matin à 10h du soir. Atelier 61, bonjour. Oui, tout à fait. On n'a pas l'impression d'être dans un travail. Non, du tout. Je fais pas ça pour gagner ma vie, quoi. J'ai l'impression de contribuer à quelque chose. Et je me sens pas prisonnière. Ici, je me sens bien. Je pense que si j'avais été en entreprise, je serais peut-être pressée de finir mes 8 heures et de rentrer chez moi. Ouais, ok, mais alors il faudrait que tu m'appelles demain matin parce que demain après-midi, je suis en manif avec le DAL. Donc je ne serai pas là demain. Voilà. Je crois que si j'ai réussi à passer être là vers 10 heures. toute la phase là, que j'ai eue D'accord. De rien, au revoir, Clémentine. négative, c'est grâce à ce travail. Parce que quand je me lève le matin, j'accompagne mes enfants à l'école. Après, je retourne, je prépare le dîner pour le soir. Et ben quand je pense que je dois venir travailler, je suis contente. Je suis contente de venir ici pour travailler. Je suis vraiment contente. C'est bien de se sentir utile quand on est exclu. Parce que j'ai eu un grand trou noir. C'était la période où, juste avant l'expulsion, c'est-à-dire quand on s'est mis à tout mettre dans les cartons, à tout enlever, quoi, à démonter ma maison. Parce que quelque part, c'était ma maison, quoi. J'y vivais, j'ai élevé mes 2 enfants pendant 3 ans et 3 mois. C'était ma vie, quoi, puisque je ne travaillais pas. Donc mon appartement, c'était ma vie. Et puis un beau jour, j'ai reçu une lettre comme quoi je devais partir. Puis la lettre du commissariat, que si je partais pas, de toute façon, ça se ferait avec, comment on appelle ça? Assistance de la force publique. Et donc j'étais remettre les clés au commissariat le lundi 4 juillet. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui squattent pour le plaisir. C'est une nécessité, c'est un besoin. Pour un artiste, avoir un atelier sur Paris, mais c'est inimaginable, il n'y en a plus tout ça, ça n'existe plus. Les gens n'arrivent même plus à se loger. Ils n'arrivent même plus à se loger, alors les artistes à créer, c'est encore plus difficile, je pense. C'est encore plus dur pour les artistes. Je pense à Badia, quoi, parce qu'ici, elle y travaille, elle crée, quoi. Elle fait ses sculptures, elle fait ses tableaux, mais aussi elle fait du théâtre. Donc si le lieu ici, on ne l'avait plus, elle créerait où? Je lui dis qu'il vous rappelle. Elle répéterait où et elle jouerait où? D'accord. Elle ne peut pas vivre sans créer ni jouer. Si tu veux te donner les moyens de travailler comme tu as envie, c'est-à-dire faire des grands formats ou faire des grandes sculptures, tu ne peux pas le faire dans un petit appartement. Moi, j'ai fait ça longtemps, d'abord dans un petit studio au 6e étage, après dans un petit atelier que j'avais à Gennevilliers. Puis à un moment donné, c'est pas possible, quoi. Il faut de l'espace pour pouvoir travailler, faire ce que tu as envie de faire aussi, parce que toujours être obligé de faire les choses en fonction d'un lieu, c'est emmerdant. Tu peux pas faire comme tout ce qui te passe par la tête. Alors les grands lieux, ça te permet de faire des grands formats.
Ici, c'est magnifique pour travailler, on a une lumière exceptionnelle. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on est arrivé ici, c'était vide. Alors c'est vrai, c'est un espace qui fait 125 mètres carrés, quoi. C'était vide. Et on s'est dit, mais c'est magnifique, tu vois. Mais en fait, au bout d'1 an et demi qu'on est là, enfin, je parle pour Badia, là, c'est simplement le travail de Badia, je veux dire, il n'y a pas d'espace superflu, quoi. À Paris, pour avoir un atelier, pour avoir le droit à un atelier, il faut t'inscrire à la Maison des artistes. Donc il faut prouver que tu vis de ton travail. Donc en ce moment, c'est carrément impossible. En plus, ils ont vidé tout un tas de gens qui justement avaient plus de revenus parce qu'ils ne pouvaient plus assumer leur sécurité sociale. Donc c'est quasiment impossible. Il n'y a que les artistes, disons, reconnus qui peuvent en ce moment louer un atelier à Paris à je ne sais pas combien, quoi. Ça peut valoir 5 000 à 6 000 francs par mois. Donc c'est absolument une nécessité pour nous d'avoir des lieux pour travailler, parce que c'est pas parce qu'on ne vend pas qu'on doit s'arrêter de travailler, je crois, enfin de peindre ou de sculpter. Il n'y a aucun rapport, quoi. L'acte créateur ne s'arrête pas parce qu'on ne vend pas, ça n'a rien à voir. L'exclusion, elle se fait parce qu'on n'a aucun moyen. Alors, on ne nous interdit pas de faire les choses. On a tous les droits de dire ce qu'on a envie de dire ou de faire ce qu'on a envie de faire, mais économiquement, on n'a aucun moyen. Donc, je crois que là, pour pouvoir continuer, il faut être têtu et trouver d'autres moyens. Donc, soit d'ouvrir des lieux, de trouver des moyens, comme pendant l'année dernière, il y a 2 ans, on a récupéré tout un stock de peinture chez des commerçants qui les jettent. Enfin bon, on peut arriver à faire des choses malgré tout avec les moyens, avec un peu de démerde, quoi. C'est d'ailleurs depuis cette époque-là que j'ai commencé à travailler avec des matériaux de récupération. D'un côté, c'est bien aussi parce que ça t'oblige à pas t'enfermer dans quelque chose, à trouver de nouveaux matériaux, de nouvelles formes d'expression. C'est par là aussi que ça influe sur ton travail, quoi. C'est vrai qu'on a tout basé sur le travail. Donc soit on travaille le théâtre, soit le chant, soit la peinture. Mais il y a toujours quelque chose à faire, quoi. Quand tu dis travail, pour que ce soit bien compris pour tout le monde, c'est pas forcément gagner de l'argent. Ah, pour moi, c'est jamais gagner de l'argent. Pour moi, c'est jamais... On n'est pas contre, hein. Enfin, oui, on n'est pas contre. Mais je veux dire, pour moi, aller dans une entreprise pour y laisser mon temps et mon énergie, c'est pas du travail, c'est des travaux forcés. Le travail, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Il s'agit ici de trouver un comportement dont les gestes, les actes qui sera mis en situation dramatique par la suite soient issus d'une zone en nous qu'on n'utilise pas dans le quotidien. C'est aussi bien corporel que vocal. Je considère que la voix et l'action vocale est un phénomène corporel. Dans les fiacres du cortège, travaillaient des gens, devisant avec feu. Ils devaient évoquer des scènes de la vie du défunt ou de la défunte. Il me semble avoir entendu dire que le harnachement du corbillard n'est pas le même dans les 2 cas. Mais je n'ai jamais pu savoir en quoi consiste la différence. On est dans un processus de création, donc on ne sait pas combien de temps ça va mettre avant que la chose apparaisse, soit terminée.
Ce n'est pas les mêmes données que dans la production. On connaît le nombre d'heures, la matière, le coût de l'opération, etc. et on produit. Là, on a les matières de départ, mais la forme finale, c'est à créer, donc c'est de la création, non la production. Donc oui, les ateliers 61, c'est capital pour ça. Que ça soit un endroit qui soit en dehors des critères de production, de marché, de consommation, de production-consommation. Le tiers-théâtre vit en marge, souvent en dehors ou à la périphérie des centres des capitales de la culture. C'est un théâtre fait par des gens qui se définissent comme acteurs, metteurs en scène, bien qu'ils n'aient que rarement reçu une formation théâtrale traditionnelle. Ce qui leur vaut de ne pas être reconnus comme professionnels. Pourtant, ce ne sont pas des amateurs. Chaque journée est pour eux consacrée à l'expérience théâtrale, quelquefois à ce qu'ils appellent l'entraînement et au spectacle pour lequel ils doivent lutter afin de leur trouver un public. Selon les canons traditionnels du théâtre, le phénomène peut paraître sans importance. D'un point de vue sociologique, pourtant, le tiers-théâtre donne à réfléchir. Quand on regarde comment ça se dégrade, c'est-à-dire que les gens avant avaient leur outil de travail, et ils travaillaient avec leurs outils. Et en fait, on a récupéré ces outils-là. C'est-à-dire qu'on a fait des gens qui sont complètement, comment on dit, soutenus, Enfin, on leur file un petit pécule pour certains, 2000 balles, et ils ferment leur gueule. Et voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont perdu complètement la dignité d'être. Et je pense que notre rapport avec tu parlais des SDF ou de l'exclusion, c'est ça. C'est qu'en fait, on revendique la même chose, c'est d'avoir nos outils de travail. Parce qu'avec ça, on fait des choses, on construit des choses. Et ça, on ne peut pas nous le voler. On essaie de nous voler ces choses-là, mais on les récupère parce que c'est un droit d'avoir ces outils. Doucement et tranquillement. 1, 2, 3, 4. Nous sommes en train de répéter Goldoni, la bague magique. C'est un opéra bouffe que j'ai écrit. Nous voulons le mettre sur scène. Comme ça, un groupe de gens avec les chanteurs et les comédiens qui se connaissent bien. Nous sommes tous très, très unis parce que nous faisons ensemble la recherche du chant populaire. C'est une sorte de groupe d'élèves parce que je leur ai enseigné le chant traditionnel italien. J'ai écrit une partition absolument classique qui est chantée avec des voix qui ne sont pas forcément des voix lyriques. Ce n'est pas de voix avec le grand vibrato de l'opéra lyrique de 1800, du mélodrame, mais c'est plutôt la voix fixe, une voix qui n'a pas de vibrato, qui est plus semblable à une voix soit antique du Moyen-Âge, soit une voix populaire. 1, 2. Il va se donner la mort. Ça s'est passé en 1974. Nous avons occupé, exactement comme ici, c'était un lieu moins beau, c'était un lieu très intéressant pour nous, mais nous l'avons rebâti complètement parce que ce lieu-ci est beau aussi. Notre lieu était une ruine, nous l'avons reconstruit complètement et tout d'un coup, voilà que deux propriétaires arrivent de on ne sait où en disant qu'il faut que nous en sortent parce que ce bâtiment est à eux. Nous avons vite loué un autre bâtiment, mais en même temps, l'école a grandi tellement que nous avons 1300 élèves. Et alors, deux bâtiments sont à peine suffisants. Et ça fait 5 ans que nous faisons une sorte de lutte contre la municipalité de Rome qui ne veut pas nous donner un autre local. Et parce que cette zone où nous sommes, c'est un quartier magnifique qui a vraiment besoin d'une cité culturelle comme serait ce que nous avons fait. Donc s'il n'y a pas un lieu comme nous qui est illégal, inofficiel et tout, mais qui existe et qui depuis 20 ans a fait une politique culturelle avec un enseignement
particulier. L'école de testaggio est connue dans toute Europe parce que nous faisons des stages partout. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien d'autre. À Rome, il n'y a rien d'autre, mais en Italie, je dirais. On ne peut pas exister tout seul en dehors. C'est pas possible. Je crois que toutes les luttes qui sont en ce moment par rapport au logement, par rapport au squat, sont intimement liées. Il n'y en a pas une qui va sans l'autre, quoi. Parce que je pense qu'on ne pourra pas lutter tout seul, quoi. Il faut du monde derrière nous, autrement c'est foutu d'avance. C'est le lendemain de notre garde à vue, quand les flics sont venus nous chercher en garde à vue, après plainte du propriétaire, tout ça. Et donc on se lève le matin, on entend que les familles René Coty avaient été expulsées. Donc Badia est parti là-bas. Et en gros, le soir, c'est vrai que comme on a vu qu'il n'y avait pas tellement de solutions, quoi, enfin pour eux, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas où aller et tout ça, on leur a proposé de venir. C'est un acte de solidarité. Elles sont restées longtemps? Ici, elles ne sont pas restées longtemps, parce qu'en fait, elles ont passé une nuit ici. Et le lendemain, il y a une meute de renseignements généraux, flics du quartier, flics de l'arrondissement qui sont venus. Ils sont venus en 3 salves, par 3, en disant « Oh, mais vous avez reçu les familles de René Coty ici, mais vous savez... C'est pas bien, ça peut vous attirer que des ennuis. » Voilà, et puis en commençant à faire pression, en nous disant que le soir, il ne fallait pas les accueillir, parce que sinon... on allait avoir des histoires. Alors, c'est vrai que comme c'était en début de ce lieu, c'était un peu délicat, quoi. C'est-à-dire que c'était délicat aussi pour les familles. Oui, c'était délicat pour les familles. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'à l'époque, on avait 2 lieux, c'est-à-dire on avait encore Clichy. Et donc, on a dit aux gens, écoutez, ici, c'est pas possible parce qu'il y a des pressions policières qui mettent en danger et en péril le lieu. Donc, on va vous accueillir à Clichy. Et le soir même, le lendemain, on les accueillait à Clichy. Ce qui leur a permis là c'était 3 ou 4 jours, quelque chose comme ça, ce qui leur a permis pendant 3 ou 4 jours s'organiser et trouver après des réseaux avec les églises et tout ça, quoi, qui après ont pris le relais, quoi. Ils font à l'entrée, oui. Et quand vous voulez à la sortie. Voilà, beaucoup plus à la sortie. La terre est un charnier dont nous ne sommes que les feux follets. J'entends déjà son souffle. C'est vrai que les gens, quand ils rentrent dans ce lieu, il y a quelque chose qui passe par rapport au fait que, tous les mois, il y a une expo, et puis c'est des choses qu'on choisit, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut transmettre quelque chose avec un lieu, on peut transmettre. Moi, c'est personnellement ce qui m'intéresse dans ce lieu. D'un autre côté, c'est vrai que, par exemple, il y a des compagnies qui viennent et qui sont simplement des consommateurs. C'est-à-dire, ils arrivent comme n'importe quelle maison de jeunes qui pourraient, ils ont trouvé un plan, ils ont trouvé une salle. Mais quand même, je pense qu'à l'intérieur de ces 30 compagnies, je pense qu'on peut compter à peu près la moitié des gens qui sont sensibles à ce qui se passe ici. Voilà. Et aussi qui se rencontrent. Il y a des rencontres de fait à l'intérieur de ça. C'est vrai qu'on aimerait, nous, personnellement, que ça soit plus vers la rencontre. C'est-à-dire que pour nous, le théâtre est avant tout une rencontre. À mon avis, au niveau artiste, l'art, c'est une rencontre avec quelqu'un d'autre. Et c'est vrai qu'on peut peut-être chercher un lieu qui favorise encore plus ça. Un jour, un pêcheur prend sa barque, va au milieu du fleuve et se met à ramer à contre-courant. Et il rame, et il rame, et il rame. Et tous les jours, son fils le regarde de la berge, va même lui apporter à manger et tout ça, et lui dit « Mais écoute, arrête, reviens, rentre, reviens à la maison, écoute, qu'est-ce que tu fais? T'es ridicule au milieu de ce fleuve à ramer comme ça, à contre-courant. » Et il s'acharne, il rame toute sa vie, il rame, et jusqu'au jour où il meurt, bien sûr. Et le jour où il meurt, son fils prend la barque, va au milieu du fleuve et prend le relais, continue à ramer. Et des gens, voyant ça, arrivent avec leur barque et se mettent à côté de cette personne et rament avec lui. Et petit à petit, il y a tellement de gens qui arrivent que ça finit par former une 3e rive. Et donc, je crois peut-être que le prochain lieu peut-être serait
serait cette troisième rive. Ce serait peut-être une chose de la troisième rive parce que elle existe de toute façon. Il y a beaucoup de gens qui rament à contre-courant. Il y a le répondeur, je crois. Attends.